Bonjour, je suis médecin de santé publique, je dirige l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive et je possède également un doctorat en épidémiologie génétique, donc, qui s'intéresse à comprendre les déterminants génétiques des maladies. Ma présentation va s'articuler autour de la thématique de l'exposome. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit, mais je vais commencer par décrire un petit peu l'état de santé de la population suisse, parce que c'est notre pain quotidien aux épidémiologues et aux spécialistes en santé publique, et aussi vous présenter de façon très globale les déterminants de la santé en général et les différents types d'échelles qu'on utilise dans le domaine de l'épidémiologie et de la santé publique, et terminer la conférence par quelques exemples concrets dans lesquels nous avons été impliqués à l'Institut universitaire de médecine sociale et préventive. Donc, une des particularités de la médecine de santé publique est que notre patient, entre guillemets, c'est la population et non pas l'individu malade. Donc, on se préoccupe de l'état de santé de groupes d'individus ou de l'ensemble de la population. Ça veut dire que nos solutions sont parfois totalement en dehors du système de soins, des hôpitaux, des cabinets. Les solutions de santé publique pourraient être une nouvelle base légale, une nouvelle infrastructure, par exemple l'aménagement de pistes cyclables pour favoriser l'activité physique serait une mesure de santé publique. Donc nous nous intéressons beaucoup à la prévention des maladies, essayer d'éviter que ne surviennent les maladies, et à la promotion de la santé. Comment maintenir l'état de santé du plus grand nombre de personnes dans la population le meilleur possible, le plus longtemps possible. Nous avons donc une approche basée sur la population, et plus on personnalise l'approche, plus on se dirige vers une approche typiquement clinique où un médecin est en face d'un patient et va chercher une solution personnalisée pour répondre aux problèmes de santé de ce patient, alors en général on se dirige de plus en plus vers des solutions de traitement où on va pouvoir prescrire à un individu donné un traitement adapté à son problème. Selon les données de l'OCDE de 2016, l'espérance de vie en Suisse est de 81,7 années pour les hommes et 85,6 pour les femmes. On voit que si on compare cette espérance de vie au Japon, nous sommes moins bons pour ce qui est des femmes, un petit peu meilleurs pour les hommes, mais on est nettement meilleurs que les États-Unis, par exemple, avec presque 50 différences pour les hommes et aussi plusieurs années de différence pour les femmes. Donc 50 différences d'espérance de vie, c'est énorme. On parle de l'ensemble de la population. Chaque année en Suisse, l'espérance de vie des hommes et des femmes augmente d'environ 2 mois. 2 mois chaque année, et nous ne constatons à l'heure actuelle aucune tendance à la diminution de cette augmentation. Donc, il semblerait que la situation ne soit pas trop mauvaise, en tout cas dans le contexte économique actuel de la Suisse. Maintenant, si on essaye d'avoir une perspective sur le long terme, avec une évolution temporelle, vous voyez sur ce graphique 2 échelles différentes. D'un côté, l'espérance de vie en années. Sur une échelle temporelle de 1876 à 2014, on voit pour les femmes en rouge et pour les hommes en vert que l'espérance de vie est en orange et en jaune. Donc l'espérance de vie a augmenté de façon à peu près continue sur toute cette période, avec un pic de diminution de l'espérance de vie aux alentours de 1918. Je ne sais pas si ça parle, c'est un épisode de pandémie de grippe qu'on appelle la grippe espagnole. Le nom est vraiment un mauvais nom parce qu'elle n'a pas sévi qu'en Espagne, elle a sévi dans le monde entier. C'est une pandémie de grippe qui a vraiment eu un impact massif sur l'espérance de vie dans la population suisse. Elle a touché notamment la population jeune. Donc on voit que l'espérance de vie augmente et continue d'augmenter. En parallèle, sur cet axe-là, vous avez l'échelle de la mortalité infantile. La mortalité infantile s'exprime en pour 1000 nombre de décès chez les enfants de moins de 1 an pour 1000 enfants nés vivants. Donc on ne compte pas les morts-nés. En pour 1000, on voit qu'on est passé d'une échelle de l'ordre de 200 à, on est actuellement autour de 4 pour 1000. On n'est pas les meilleurs en Europe, on n'est pas les moins bons non plus, mais ce qu'on constate, c'est qu'on a atteint un plateau.
on n'arrivera jamais à zéro. On n'arrivera jamais à prévenir totalement les décès durant la première année de vie. Néanmoins, grâce aux améliorations de la prise en charge pendant la grossesse et pendant l'accouchement et la naissance, la mortalité infantile est vraiment arrivée à un niveau très très bas en Suisse et en Europe. Donc on voit que durant environ 140-150 ans ont eu lieu dans la population des changements majeurs en termes démographiques, avec une forte diminution de la mortalité infantile et une forte augmentation de l'espérance de vie. Ceci a des conséquences sur la distribution, sur la structure d'âge de la population. Vous voyez ce qu'on appelle la pyramide des âges, qui portait bien son nom en 1900, qui porte un peu moins bien son nom en 2016. C'est plus une pyramide, ça devient un rectangle. On appelle ça la rectangularisation de la pyramide des âges. Avec, évidemment, de moins en moins de jeunes et de plus en plus de personnes âgées, avec cette augmentation de l'espérance de vie et donc un vieillissement de la population. Donc cette structure d'âge de la population a un impact majeur sur le risque de développer la plupart des maladies communes dans la population, les maladies qui sont liées à l'âge. Vous voyez ici une présentation un peu différente, mais qui montre aussi le fait que le risque de décéder a baissé dans la population, et ce risque a décédé à tous les âges, de décéder a baissé à tous les âges. Vous voyez ici l'échelle des âges, et vous voyez la probabilité de décès, mais prenez note de l'échelle logarithmique, n'est-ce pas? On passe de 1 pour 1000 à 1 pour 1000, 1 pour 10 000, 1 pour 1000, 1%, 10%, 100%, évidemment, à un moment donné, tout le monde meurt. Donc dès qu'on approche quand même de la limite des 100 ans, en général, il y a plus grand monde qui survit. Néanmoins, il y a quelques individus qui dépassent 100, 110 ans. Ce sont des exceptions. Néanmoins, la proportion de personnes âgées de 100 ans et plus augmente régulièrement d'année en année en Suisse et dans d'autres pays au niveau socio-économique dans le monde. Donc c'est une autre façon de voir cette augmentation d'espérance de vie. On voit en vert la courbe pour les hommes. On voit que en vert clair, c'est 2008-2013 et en vert foncé, 1998-2003. Donc il y a environ une différence de 10 années. On voit que le risque de décéder à chaque âge a baissé durant ce laps de temps. Pareil pour les femmes, on voit un peu moins la différence sur les âges les plus avancés. Mais néanmoins, le gain est important pour les populations les plus jeunes. Une autre façon de décrire l'état de santé de la population, c'est de parler non pas de mortalité ou d'espérance de vie totale, mais d'espérance de vie en bonne santé. À savoir, dès le moment où un individu développe une maladie donnée, par exemple un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral, une attaque cérébrale, son état de santé diminue, même s'il ne décède pas. Et donc on peut quantifier cela. Pendant combien d'années peut-on espérer vivre sans incapacité ou en bonne santé en Suisse? Vous voyez sur cette échelle entre 2008 et 2012 qu'on a donc cette augmentation légère de l'espérance de vie totale et aussi une légère augmentation de l'espérance de vie en bonne santé. Si on prend les dernières données sur ce tableau, 2012, on est à 68,6 chez les hommes et 67,6 chez les femmes. Ce sont donc des années. Et si on se pose la question de savoir mais d'où viennent ces données, on peut lire ici OPSAN 2015. OPSAN, c'est l'Observatoire suisse de la santé, qui est mandaté pour décrire l'état de santé de la population. Et les sources de données viennent de l'OFS, l'Office fédéral de la statistique, l'enquête de population. Et les données de mortalité qui sont collectées systématiquement dans tout le pays. Si je passe maintenant à l'échelle mondiale pour décrire le fardeau des maladies et le fardeau des déterminants des maladies chez l'homme, l'étude en question s'appelle Global Burden of Disease Study. C'est une étude qui essaye de collecter des données de l'ensemble des pays, en tout cas les meilleures données possibles disponibles dans ces pays, et d'estimer quels sont les facteurs qui vont influencer l'état de santé dans la population. L'échelle
pour présenter cette dimension-là. En anglais, ça s'appelle DALYs, Disability Adjusted Life Years, et en français, c'est un peu les années de vie ajustées pour l'incapacité. Alors, on va tenir compte du fait qu'un facteur de risque va pouvoir diminuer l'espérance de vie, donc peut-être raccourcir la vie de 10 ans, de 15 ans. Mais on va aussi tenir compte du fait que si un individu développe, par exemple, à l'âge de 50 ans, une attaque cérébrale et décède à l'âge de 70 ans, mais pendant 20 ans, cette personne aura eu une qualité de vie inférieure à une personne sans attaque cérébrale. Donc cet indicateur DALY va tenir compte de ces deux paramètres, les années de vie perdues à cause du décès prématuré et la baisse de la qualité de vie lorsqu'est survenu un problème de santé. Alors la lecture se fait en pourcents, on a ici une échelle à 10%, 5%, 2,5%. Et ça, c'est la situation pour les hommes. On voit que le premier de la liste, ce sont les risques alimentaires. Donc, ce que cette figure nous dit, c'est que l'alimentation a un impact majeur sur l'état de santé global dans le monde. En deuxième position, on trouve le tabac. Donc, le tabac est un facteur de risque majeur pour beaucoup de maladies chroniques, la plupart non transmissibles. C'est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, un facteur de risque pour de nombreux cancers, l'exemple classique étant le cancer du poumon, mais c'est aussi un facteur de risque pour d'autres types de cancers. En troisième position, on voit la pression artérielle trop élevée, qui est un fardeau important. Donc là, on considère tous les pays du monde, les pays à haut niveau socio-économique et les pays aussi les plus pauvres. En quatrième position, la pollution de l'air, qui a un impact notamment sur la mortalité cardiovasculaire et la mortalité totale et les maladies respiratoires chroniques. Donc ce genre de graphique nous donne une idée de l'impact global des déterminants de la santé. Maintenant, en termes d'impact sur les maladies, on voit que pour les facteurs alimentaires, le rectangle vert clair comprend les maladies cardiovasculaires. Donc c'est à travers une augmentation du risque de développer des maladies cardiovasculaires que l'alimentation a un impact sur notre santé. L'autre rectangle important est le vert foncé qui correspond au cancer, l'ensemble des cancers. Donc, les deux grandes catégories de maladies qui sont influencées par l'alimentation dans la population générale sont les maladies cardiovasculaires et les cancers. Ce qui ne veut pas dire bien sûr qu'il n'y a pas un impact de l'alimentation sur d'autres maladies aussi. Et on voit quand on regarde le tabac que la partie cancer est un peu plus grande, logique, bien connue, mais aussi maladies cardiovasculaires jouent un rôle. Ça, c'est donc ce qui a été identifié chez les hommes. Et sur ce graphique, vous voyez la même analyse, mais pour les femmes. On voit qu'en tête aussi les facteurs alimentaires, donc une alimentation non optimale, pas très équilibrée. En deuxième position, la santé maternelle et infantile et la malnutrition dans ces domaines-là. Ce n'est pas tellement une problématique en Suisse à l'heure actuelle, c'est plutôt une problématique dans les pays les plus pauvres, les plus défavorisés. En troisième position, une pression artérielle trop élevée. En quatrième position, la pollution de l'air. Donc, on voit que l'alimentation est un déterminant majeur de la santé des hommes et des femmes dans le monde. Si l'on regarde maintenant, on se concentre un peu plus sur la situation en Suisse. Vous voyez sur cette figure une présentation des différentes causes de décès en Suisse, données 2015, également des données de l'Office fédéral de la statistique, chez les hommes et chez les femmes, par tranche d'âge, 0 à 24, 25, 44, 45, 64, 65, 84, 85 ans et plus. En vert clair, nous avons les maladies cardiovasculaires, donc le cercle représenté ici représente l'ensemble des décès, et là on a la proportion qui sont des décès de type cardiovasculaire, les tumeurs malignes et les autres causes de décès. Donc si je prends les femmes entre 45 et 64 ans, je constate que plus de la moitié des décès sont d'origine cancéreuse. Si je prends les femmes de plus de 85 ans, on voit que quasi la moitié des décès sont d'origine cardiovasculaire. On note des différences entre les hommes et les femmes, avec une plus grande prépondérance des maladies cardiovasculaires chez les très âgés, chez les femmes, et une plus grande importance des causes par cancer chez les hommes, notamment entre 65 et 84 ans.
Donc ce type d'illustration nous permet de très rapidement identifier les principales causes de décès en Suisse chez les hommes et chez les femmes par catégorie d'âge. Là, on parle des causes de décès. Ça ne nous dit pas quelles sont les maladies qui vont avoir le plus d'impact sur le nombre d'années perdues, donc qui vont influencer des décès précoces. Une autre illustration du fardeau des maladies dans le contexte suisse, cette fois-ci à l'échelle régionale, à l'échelle des communes. Vous voyez ici ce que nous appelons les rapports de mortalité standardisés, Standardized Mortality Ratio, SMR, qui est un indicateur utilisé en épidémiologie pour comparer le risque de décéder d'une certaine cause par rapport à ce qui est attendu dans la moyenne de la population. Si je prends l'exemple ici, on voit c'est la mortalité, le rapport de mortalité standardisé par cancer de l'estomac. On constate que la partie sud du pays, proportionnellement à l'ensemble du pays, a une plus grande mortalité par cancer de l'estomac. Il semblerait que la région francophone du pays soit moins touchée par ça. La situation est très différente si on prend les décès par cause de maladies hypertensives, donc résultat d'une hypertension artérielle trop élevée et mal contrôlée pendant longtemps, qui est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. On constate que le Tessin et la partie francophone sont plus épargnés que la partie germanophone. Et là, on voit une différence importante avec les pays latins, ou les cantons latins plutôt, qui semblent moins touchés que la partie germanophone. Pareil pour la mortalité spécifique au diabète. On voit une sorte de Rösti-Graben, si je puis m'exprimer ainsi, qui est très probablement due en grande partie à des différences alimentaires, à des comportements alimentaires différents en Suisse, bien qu'on se trouve dans le même pays, un petit pays avec un niveau socio-économique élevé. On constate d'importantes disparités en termes de mortalité pour de grandes causes de maladies que sont les cancers et les maladies cardiovasculaires. Si on regarde l'espérance de vie totale en Suisse, on peut constater entre les différentes régions parfois jusqu'à 2 ans de différence d'espérance de vie à l'intérieur de la Suisse. Ce qui suggère quand même qu'il existe à l'intérieur du pays des disparités qui sont notamment explicables par des inégalités sociales en santé. On a une différence d'espérance de vie de l'ordre de 5 à 6 ans entre une personne qui a un niveau d'éducation basique, école obligatoire par exemple, et une personne qui a un niveau d'éducation universitaire en Suisse aujourd'hui. Donc c'est énorme comme différence, ce qui signifie que à travers des comportements qui influencent l'état de santé, notamment une alimentation plus saine, une activité physique plus régulière, le niveau d'éducation est un énorme déterminant de l'état de santé en Suisse et dans le monde. Si on regarde maintenant une maladie classique, une maladie cardiovasculaire classique, qui est l'infarctus du myocarde, son incidence, donc l'incidence, c'est une métrique en santé publique, en épidémiologie qui est très utilisée pour mesurer le risque de développer une maladie. Et pour la calculer, on doit considérer les nouveaux cas qui surviennent dans une population et on l'exprime en général pour 100 000 habitants. Et c'est un indicateur qui est standardisé par l'âge, ce qui signifie qu'on va tenir compte de la structure d'âge de la population pour pouvoir permettre des comparaisons entre les pays. Parce que si je compare l'incidence brute d'infarctus du myocarde en Suisse avec l'incidence brute d'infarctus du myocarde en Afghanistan, par exemple, mon constat va être que c'est beaucoup plus élevé en Suisse qu'en Afghanistan, simplement parce que la structure d'âge de la population est radicalement différente, avec beaucoup plus de jeunes en Afghanistan qu'en Suisse. Et là, la comparaison ne serait pas vraiment pertinente. Il est vraiment important de comparer des populations avec la même structure d'âge. Quel constat peut-on faire pour l'infarctus du myocarde? On voit que le canton de Vaud n'est pas trop mal, canton de Genève pas mal aussi, ça a l'air d'être le premier de classe, avec un taux standardisé le plus bas de Suisse et le plus élevé, Obwald. Il y a des régions qui ont une incidence d'infarctus du myocarde plus élevée. Vous voyez ici des taux bruts par classe d'âge et ça nous permet de voir vraiment cette augmentation du risque d'infarctus du myocarde avec une augmentation de l'âge.
Donc ça, c'est une échelle cantonale pour le risque de développer un infarctus du myocarde. Sur cette slide, vous voyez maintenant la létalité de l'infarctus du myocarde. Donc, quel est le pourcent de décès pour 1000, le pourcent de décès par nombre d'hospitalisations. Donc, une fois qu'une personne a développé un infarctus du myocarde, quel est son risque de décéder suivant le canton. On voit que la figure est un peu différente. Le canton de Vaud reste très bien classé. Et on voit que la distribution des cantons est un peu différente. Donc cet indicateur-là va plutôt nous donner des informations sur la qualité de la prise en charge dans le canton donné. Que se passe-t-il entre le moment où la personne c'est symptomatique, par exemple une douleur thoracique aiguë, et sa prise en charge, soit au niveau d'un cabinet médical, soit par une ambulance ou au niveau des urgences d'un hôpital, et l'efficacité de la prise en charge. Donc on voit d'importantes disparités régionales en Suisse. Si on regarde maintenant sur une échelle temporelle, sur la figure du haut, vous voyez l'incidence, donc le risque de développer un infarctus du myocarde en Suisse. Entre 2004 et 2015, on voit que c'est très stable. On n'a pas du tout de tendance à la baisse, au contraire, on a même une légère tendance à l'augmentation. Le taux est standardisé pour l'âge, donc on tient compte du vieillissement de la population. On constate par contre que la létalité a fortement baissé entre 2004 et 2015. Donc notre capacité à prendre en charge de façon efficace l'infarctus du myocarde en Suisse s'est fortement améliorée. Par contre, notre capacité à diminuer le risque de développer un infarctus du myocarde ne s'est pas vraiment améliorée. C'est notamment la question que je vous poserai en fin de présentation. Pourquoi est-ce qu'on fait ce constat? Quelles sont les explications possibles? Pourquoi ne sommes-nous pas capables en Suisse de diminuer le risque de développer un infarctus du myocarde? Je passe maintenant à une autre grande catégorie de maladies, causes de décès et de morbidité en Suisse, que sont les cancers. Ici, on a une présentation par organe, donc une échelle d'organes. Vous avez en bleu les hommes, en rouge les femmes, en bleu ciel les nouveaux cas et en bleu foncé les décès. Pareil chez les femmes. On voit que le cancer de loin le plus fréquent chez les hommes est le cancer de la prostate. Le cancer le plus fréquent chez les femmes est le cancer du sein. Donc l'échelle a été tronquée parce qu'il y a une telle différence entre les nombres absolus de cancers que sinon on ne verrait rien du tout pour les autres. On voit qu'en numéro 2 chez les hommes, le cancer du poumon, bronche et trachée, donc poumon et voie respiratoire. En numéro 2 chez les femmes, le cancer du côlon, avec le cancer du poumon en numéro 3 et le cancer du côlon en numéro 3 chez les hommes. Si je regarde les nombres de décès, on voit que le cancer de la prostate est le plus fréquent chez les hommes, mais ce n'est pas celui qui tue le plus. Celui qui tue le plus, c'est le cancer du poumon. Ça veut dire que la plupart des hommes chez lesquels un cancer de la prostate est diagnostiqué vont vivre avec leur cancer de la prostate et pas décéder de leur cancer de la prostate. Ça, c'est une observation qui est bien connue. Donc, à travers ce genre d'illustration, ça nous permet de juger du fardeau du cancer dans la population suisse. Et l'échelle, ici, est vraiment un nombre d'individus, un nombre de décès par type de cancer. Ce genre de données sont possibles grâce aux registres cantonaux des cancers. Donc notre institut abrite ici le registre vaudois des tumeurs. Depuis 1971, nous enregistrons systématiquement tous les cas de cancer qui surviennent chez les résidents du canton de Vaud et tous les cas de décès par cancer du canton. Et c'est en collectant, en mettant ensemble les données de tous les registres cantonaux de Suisse que l'Institut national pour l'épidémiologie du cancer, NICER, est capable de générer ce genre de figure. Si maintenant nous regardons globalement le risque de développer ou de décéder un cancer par tranche d'âge, on constate aussi, comme pour les maladies cardiovasculaires, une augmentation du risque avec l'augmentation de l'âge. Ce n'est pas une surprise. On voit que, en termes de taux spécifiques par âge, le risque de développer un cancer est plus élevé pour les hommes que pour les femmes, beaucoup plus élevé, à chaque tranche d'âge. Et on voit qu'en foncé, on a les décès. On voit que les décès augmentent aussi avec l'âge. Et ce qu'on constate, si on regarde bien,
dans les tranches d'âge les plus âgées, c'est qu'il y a une sorte de plateau, à savoir il y a une augmentation du risque jusqu'à un certain âge, et chez les 85 ans et plus, ça commence à baisser. Pourquoi? Parce que ce sont les maladies cardiovasculaires qui commencent à prendre le dessus. Pourquoi? Parce que probablement ce sont les gens qui atteignent l'âge de 80 ans dans la population ont résisté au cancer, mais ils vont quand même à un moment donné décéder d'une cause, et c'est le cœur, le système cardiovasculaire qui lâche à un moment donné, d'où la prépondérance des décès de type cardiovasculaire chez les personnes les plus âgées dans la population. En termes de santé publique, pour nous, ça a des implications importantes en termes de planification. Comment organiser le système de santé? De qui aurons-nous besoin comme médecins? D'oncologues, de cardiologues? De quelle spécialité pour prendre en charge ces types de pathologies dans la population? Et si nous regardons maintenant les années potentielles de vie perdues, à savoir combien d'années un individu donné perd parce qu'il a développé un cancer à un âge donné, on voit que chez l'homme, le cancer responsable du plus grand nombre d'années perdues est celui du poumon. Donc, le cancer du poumon tue assez rapidement. Chez la femme, c'est de loin le cancer du sein, suivi par le cancer du poumon. Il existe dans le canton de Vaud actuellement, et cela depuis une bonne quinzaine d'années, un programme cantonal de dépistage du cancer du sein chez les femmes âgées de 50 à 74 ans. Donc l'idée de ces programmes de dépistage est d'identifier à l'aide d'une mammographie précocement une tumeur dans le sein pour pouvoir mettre en place, si on détecte un début de cancer, un traitement qui sera le plus efficace possible. Donc de diminuer la mortalité et d'augmenter la survie et d'augmenter aussi l'efficacité du traitement parce que le cancer est pris plus précocement. On constate chez les hommes que le cancer du côlon, et chez les hommes et chez les femmes, est le numéro 3. C'est notamment une des raisons pour lesquelles le canton de Vaud a décidé, depuis 2 ans maintenant, de déployer un programme cantonal de dépistage du cancer du côlon. Il y a 2 modalités possibles, soit une analyse de sang occulte dans les selles, donc il faut prélever un échantillon de sel, voir s'il y a du sang, qui pourrait laisser suspecter qu'un cancer saigne. Deuxième modalité, c'est par colonoscopie, donc un examen chez le gastro-entérologue qui va aller regarder la muqueuse intestinale et voir s'il y a une présence de cancer. Si le cancer du côlon est pris en charge suffisamment tôt, le pronostic est excellent. S'il est pris trop tard, en général, la mortalité est très élevée. Sur cette figure, vous voyez l'évolution temporelle de l'incidence des cancers, si on met tous les cancers ensemble, et de la mortalité par cancer. Souvenez-vous, pour l'infarctus du myocarde, on avait cette incidence stable et cette baisse de la létalité. Ce qu'on constate ici, pour les cancers, est très semblable. Aussi bien chez les hommes que chez les femmes, l'incidence n'a aucune tendance à la baisse. Donc le risque de développer un cancer, quel qu'il soit, ne diminue pas dans le temps, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Par contre, la mortalité par cancer a baissé. Durant ce laps de temps, donc environ une trentaine d'années, c'est une baisse de l'ordre de 30% qui a été constatée. Je vous laisse réfléchir à l'une des explications possibles pour ce constat. On peut faire un même type d'explication pour ce qu'il en est des maladies cardiovasculaires. Chaque année en Suisse, environ 9 000 hommes et 7 000 femmes décèdent d'un cancer. Globalement, entre 63 et 65 000 décès par année en Suisse. Donc tous ces résultats, toutes ces descriptions de l'état de santé de la population peuvent se faire grâce à cette science de base de la santé publique qu'est l'épidémiologie. Et sur un plan épidémiologique, ça veut dire, sur l'explication de l'origine du mot, c'est l'étude sur le peuple. C'est vraiment cette étude de l'état de santé de groupes d'individus ou de l'ensemble de la population. Et on peut la définir comme telle, c'est l'étude de la distribution et des déterminants des états de santé dans les populations. Donc ce n'est pas seulement la maladie, mais aussi une description de l'état de santé. Et également l'utilisation de cette connaissance pour contrôler les problèmes de santé. Donc on fait un constat et ensuite on doit essayer de proposer des solutions, proposer des nouvelles interventions telles que celles que je viens de vous décrire
mettre en place des programmes cantonaux systématiques de dépistage de certains types de cancers. Le cycle de l'épidémiologie est décrit sur ce graphique avec donc cette fonction de l'épidémiologie descriptive, comme je vous l'ai montré sur plusieurs figures, est de décrire l'état de santé de la population. Ensuite, on va se poser la question, mais dans le fond, quelles sont les causes de ces maladies? On passe dans le domaine de l'épidémiologie analytique. On va ensuite, dans un deuxième temps, proposer des interventions. Qu'est-ce qu'on peut faire? On passe dans le domaine de l'épidémiologie évaluative. On peut mettre en place des interventions. Et ensuite, on doit se poser la question, sont-elles efficaces? Si je prends l'exemple du tabac et du cancer, on peut dire que le cancer du poumon est une cause importante de décès, donc plus de 3000 décès en Suisse. On sait que 25% des Suisses âgés de 15 ans et plus sont des fumeurs. Nous ne sommes pas les meilleurs en Europe et dans le monde, loin de là. Nous savons, de par de très nombreuses études épidémiologiques, que le tabagisme est un facteur de risque très important pour le cancer du poumon. On considère qu'il explique environ 70% des cancers du poumon. Quelles sont les mesures classiques de santé publique qui peuvent être mises en place pour lutter contre ce problème? Des taxes sur le tabac. En augmentant le prix des paquets de cigarettes, plusieurs études ont démontré que ça diminue la consommation. Et plus l'augmentation est élevée, plus le saut est élevé, plus l'impact sur la consommation est élevé. Interdiction de la publicité pour le tabac, interdiction de fumer dans les lieux publics, tout ça sont des mesures classiques de santé publique très efficaces. Et ensuite, il faut bien évidemment mesurer, continuer le monitoring de santé publique pour s'assurer que les mesures qui ont été prises sont efficaces. On a constaté ensuite, suite à l'interdiction en Suisse, donc suite à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, très rapidement, en quelques semaines, une forte baisse de la mortalité par infarctus du myocarde en Suisse. Donc le tabac est un facteur de risque pour le cancer du poumon, mais c'est aussi un facteur de risque cardiovasculaire et notamment pour déstabiliser les plaques d'athérome dans les artères du cœur et ça a un impact sur le risque d'infarctus du myocarde. Maintenant, si on veut essayer d'analyser de façon plus globale comment évaluer l'utilité de santé publique, il faut bien évidemment générer des données, décrire l'état de santé. Habituellement, ça peut se faire à travers soit des cohortes de population, soit des enquêtes de population, c'est vraiment notre travail au quotidien. Ces études peuvent être soit purement observationnelles, on observe l'état de santé, on le suit dans le temps, ou elles peuvent être interventionnelles si on essaye d'influencer l'état de santé à travers des mesures de santé publique. On peut constituer également des biobanques en prélevant des échantillons biologiques, que ce soit du sang, de l'urine, des selles, pour analyser, faire des analyses de données, générer de nouvelles connaissances et potentiellement proposer de nouvelles interventions pour améliorer, une fois qu'on a identifié les déterminants d'une ou de plusieurs maladies, pouvoir agir, soit dans le domaine de la prévention primaire. Donc quand on parle de prévention primaire, ça veut dire agir avant que ne survienne la maladie, avant même que ne surviennent des signes détectables de la maladie. Lorsque des signes détectables de la maladie sont présents, on peut alors faire de la prévention secondaire. C'est typiquement l'exemple de prévention secondaire, c'est le dépistage du cancer. Le cancer est déjà présent, mais on le détecte précocement. Et ensuite, il y a aussi la prévention tertiaire. Une fois que la maladie est survenue, un individu a développé un infarctus du myocarde, qu'est-ce qu'on peut faire comme intervention pour diminuer le risque de faire des complications? Donc, pour améliorer le pronostic, une fois que la maladie est là, on est dans le domaine de la prévention tertiaire. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'utiliser le plus de données possible, les registres du cancer, les bases de données publiques, des données environnementales, pour améliorer nos connaissances et proposer de nouvelles interventions. Si je prends l'exemple du cancer du poumon en Suisse, on constate, vous voyez la figure chez les hommes et chez les femmes, que l'incidence et la mortalité par cancer du poumon a fortement baissé chez les hommes. Par contre, même si le risque absolu est très nettement inférieur chez les femmes, on constate une tendance à l'augmentation, aussi bien de l'incidence que de la mortalité chez les femmes, qui est le résultat du fait que les femmes fumaient moins, mais elles se sont mises à fumer. Donc ça, c'est vraiment... Et ça, il y a un décalage d'environ 10 à 15 ans entre le début du tabagisme et ce risque de développer un cancer. On voit qu'il y a une baisse du tabagisme chez les hommes, par contre, une augmentation du tabagisme chez la femme.
et on peut en constater les conséquences très aisément à l'aide de ces indicateurs épidémiologiques. Sur ce graphique, vous voyez ici un autre indicateur classique utilisé dans le domaine de l'épidémiologie, c'est le risque attribuable. Ici, vous avez une estimation des conséquences de l'inactivité physique au niveau mondial. Sur la mortalité totale, all-cause mortality, 9,4%. Ça veut dire, si on était capable, virtuellement au niveau mondial, d'éliminer toute l'inactivité physique, on réduirait le nombre de décès de 9,4%. C'est évidemment des estimations, hein. On peut dans les faits pas le faire, mais on voit que par rapport à la maladie coronarienne, ce serait 5,8% qu'on pourrait éliminer, le diabète de type 2, 7,2%, le cancer du sein, et oui, l'inactivité physique est un facteur de risque pour le cancer du sein, de 10,1%, le cancer du côlon de 10,4%. On voit que l'activité physique régulière est un déterminant majeur de l'état de santé, aussi bien pour la prévention des maladies cardiovasculaires que pour la prévention du cancer. Donc ça, c'est des indicateurs classiques utilisés dans le domaine de l'épidémiologie. Ça nous permet d'identifier les déterminants sur lesquels il vaut la peine d'agir, évidemment. Donc l'interprétation du risque attribuable, c'est vraiment, ça nous donne une indication de ce qu'on serait capable d'éliminer en termes de fardeau de maladie ou de décès si on pouvait éliminer complètement l'exposition de la maladie. Une autre façon de quantifier le fardeau des maladies, c'est de voir quelles sont les conséquences en termes d'années de vie perdues lorsque des individus ont plusieurs maladies en même temps. Vous voyez sur le graphique, les cercles bleus, c'est le nombre d'années de vie perdues en raison d'un diabète. Et si on regarde le cercle rond, c'est lorsqu'on combine un diabète, le rond plein, un diabète et un infarctus du myocarde, chez les hommes et chez les femmes. On constate que quand on combine deux maladies, si on a à la fois un infarctus du myocarde et un diabète, on va fortement diminuer le nombre d'années de vie parce qu'on combine des maladies. J'ai décrit tout à l'heure le vieillissement de la population. Plus la population vieillit, plus la polymorbidité est fréquente, donc on se retrouve dans des situations problématiques. Donc le concept d'exposome consiste à comprendre, à mesurer l'exposition d'un individu à différents facteurs et d'essayer de mieux comprendre comment cette exposition peut influencer son état de santé. Donc ce sont toutes les expositions. Le concept d'exposome, ce n'est pas seulement l'alimentation, ce n'est pas seulement la pollution de l'air, mais c'est tout. C'est l'environnement physique, chimique, biologique, alimentaire, ça peut être la pollution, ça peut être est-ce qu'il y a un déversement de mercure en Valais par exemple récent, infectieux, psychologique, socio-économique. J'ai décrit tout à l'heure le niveau d'éducation comme déterminant de la santé. Donc, l'état de santé d'un individu va être le résultat de très très nombreux facteurs et d'interactions entre ces différents facteurs. Maintenant, l'intérêt, bien sûr, c'est de mesurer cet exposome, donc cette exposition globale tout au long de la vie, et d'essayer de comprendre l'impact sur la santé, en utilisant une dimension le long du parcours de vie de l'individu. Donc on voit que plusieurs éléments peuvent être pertinents et la tendance actuelle est d'essayer de ne pas juste considérer un élément séparément, comme c'était le cas de la plupart des études durant les 15 à 20 dernières années, mais d'essayer d'avoir une mesure plus globale de l'exposition d'un être humain aux différents facteurs qui vont déterminer son état de santé. Donc lorsqu'on essaie de considérer les domaines de l'exposome, il y en a trois: l'exposome général externe, l'exposome externe spécifique et l'exposome interne. Lorsqu'on parle de l'exposome externe général, c'est vraiment des facteurs qui sont communs à l'ensemble des individus de la population: le climat, le setting urbain, rural, le capital social, les assurances sociales d'un pays. Ce sont des facteurs communs à l'ensemble des individus de la société, le niveau socio-économique du pays. L'exposome externe spécifique, ce sont vraiment les facteurs auxquels un individu donné est exposé de par son activité, de par son historique, sa culture, son histoire familiale, son niveau socio-économique. Et ensuite, l'exposome interne, c'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur, soit suite
au comportement de la personne. Est-ce que la personne fume ou pas? Est-ce que la personne a une activité physique ou pas? Est-ce que la personne a une alimentation saine ou pas? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'organisme qui peut avoir un impact sur le risque de développer certaines maladies, sur la probabilité de décéder ou sur la qualité de vie de cet individu. Donc, ce que l'on considère à l'heure actuelle comme exposome, c'est vraiment l'ensemble de ces facteurs. Ça veut dire qu'on touche des spécialités très différentes les unes des autres. C'est un concept relativement récent qui date d'environ une dizaine d'années. Il existe globalement 2 stratégies pour mesurer l'exposome, une stratégie bottom-up et une stratégie top-down. Bottom-up veut dire on va mesurer la pollution de l'air, on va mesurer le taux de mercure dans l'eau, on va mesurer les polluants, les perturbateurs endocriniens chez les poissons dans le lac, toutes ces choses-là. Mais ça ne va pas nous permettre de savoir pour chaque individu donné quelle est son exposition propre. Une approche de ce type-là, où on va mesurer dans le sang ou dans l'urine d'une personne quelle est la concentration de cadmium, de mercure, quelle est la concentration de zinc, quelle est la concentration de glyphosate, va nous permettre de considérer l'intégration de l'ensemble des expositions d'une personne à un moment donné. Évidemment, l'intérêt dans ce domaine-là est de pouvoir mesurer de façon longitudinale, non seulement à un moment dans le temps, mais de façon répétée pour mieux comprendre et essayer d'analyser, dans le fond, comment l'exposition à ces différents facteurs a un impact sur l'état de santé. Vous voyez ici un graphique qui est intéressant, qui vous montre la concentration dans le sang à vraiment énormément d'échelles différentes et la distribution cumulée pour différents éléments toxiques. On voit que les niveaux de concentration sont beaucoup plus bas pour les éléments toxiques. On voit en noir, ce sont des médicaments qui doivent avoir une concentration thérapeutique. Et ensuite, on va avoir différents éléments endogènes. Endogènes, donc les hormones qui sont produites dans l'organisme, qui sont nécessaires à la santé, comme l'estradiol, la testostérone, le cortisol, l'hormone du stress, le cholestérol. Et ensuite, différents éléments en gris qui proviennent de l'alimentation, comme par exemple la caféine, l'éthanol, qui est le résultat de l'alcool. On voit que la concentration des éléments très toxiques est beaucoup plus faible, de façon logique, sinon on suspecte vraiment une intoxication aiguë, un problème majeur de santé publique, et on voit les différents niveaux de concentration qui peuvent survenir. Donc on peut imaginer, dans une étude d'exposome, de pouvoir mesurer toutes ces différentes substances et pouvoir mieux comprendre comment elles interagissent entre elles. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que souvent, les toxicologues font des études sur l'impact d'un élément toxique. Les nutritionnistes font une étude sur l'impact de l'alimentation, mais on ne regarde pas les deux en même temps. Et les pharmacologues vont regarder le taux de médicaments, mais on ne va pas regarder les interactions possibles, alors qu'on sait pertinemment qu'elles existent. Donc ça veut dire que ce domaine-là est en pleine expansion. Pourquoi? Parce que nous avons actuellement la capacité de faire ces mesures à un coût abordable, grâce à notamment certaines avancées technologiques, qui nous permettent, à l'aide de quantités de sang ou d'urine très petites, de mesurer des milliers de molécules. Donc comment peut-on, à travers ces études de l'exposome, bien comprendre l'impact sur la santé? Alors, si on considère le génome humain, qui est quelque chose de fixe présent dans la conception, l'épigénome humain, qui sont ces modifications au niveau de la molécule d'ADN qui vont influencer la fonctionnalité du génome, la façon dont les gènes sont exprimés. On a le transcriptome, le protéome, le métabolome, qui sont vraiment différentes étapes, les produits du génome humain, qui vont pouvoir être mesurés dans le sang d'un individu pour mesurer son exposome. Donc on est capable maintenant de séquencer le génome humain pour environ 1000-2000 francs, alors que le séquençage du premier génome humain a coûté plus d'1 milliard. Donc grâce aux avancées technologiques et à la baisse des coûts, il devient raisonnable d'imaginer de mesurer le génome d'un grand nombre de personnes dans la population. On est maintenant capable de mesurer l'épigénome humain à un coût relativement abordable en mesurant par exemple les sites de méthylation au niveau de l'ADN. Donc nous avons, grâce à des nouvelles technologies, la capacité maintenant de vraiment mieux comprendre les facteurs qui vont pouvoir aboutir à des maladies et également les interactions entre les gènes et l'environnement. Maintenant, il est clair qu'à travers
ces nouvelles mesures, ces nouvelles données qu'on peut générer, on va pouvoir mieux comprendre comment ces expositions sont susceptibles d'influencer le risque de développer des maladies. Notre niveau de compréhension actuel est assez fragmentaire. Pourquoi? Parce qu'on a étudié le cadmium tout seul, le zinc tout seul, le iode tout seul, ou l'exposition au mercure tout seul, mais on a rarement considéré l'ensemble de ces facteurs globalement. Une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est que si on veut considérer 100 facteurs, on doit avoir une taille d'échantillon énorme. Donc, il ne suffit pas d'avoir 500 personnes dans l'étude ou 1000 personnes, il faut en avoir 100 000, 200 000, 1 million. Donc, ça veut dire qu'on doit faire des collaborations internationales pour pouvoir avoir des tailles d'échantillons suffisantes pour explorer l'ensemble de ces voies qui relient l'exposome aux maladies. Je vais passer assez rapidement sur cette slide un peu technique qui vous montre les différentes façons de mesurer l'exposome. Ça va de faire une prise de sang ou collecter un échantillon d'urine pour mesurer toutes ces molécules, au séquençage du génome humain, à la mesure de l'activité physique à travers des montres connectées, c'est aussi une façon de mesurer l'exposome, ou alors à la mesure de l'exposition alimentaire à travers différentes méthodes, comme des questionnaires alimentaires ou des rappels de 24 heures. Donc il y a vraiment énormément de méthodes qui nous permettent à l'heure actuelle de mesurer cet exposome. Et l'idée, c'est potentiellement d'identifier de nouvelles interventions précoces. Donc c'est vraiment d'agir le plus précocement possible dans une logique de prévention des maladies. Vous voyez sur ce graphique une approche parcours de vie. Lorsqu'on considère un individu et sa vie et son état de santé, donc son niveau de santé fonctionnelle, on voit que durant les 20 à 25 premières années, l'état de santé se construit et arrive à un certain niveau qui va constituer la réserve fonctionnelle. Nous ne sommes pas tous égaux par rapport à ça. Et ensuite, va commencer très rapidement, malheureusement, dès l'âge de 25 ans, le déclin fonctionnel. Et ce qu'on souhaite, évidemment, c'est que cette pente soit la plus faible possible. Maintenir le plus longtemps possible un état de santé en bonne... Et l'idée n'est pas d'identifier le problème à l'âge de 80 ans, mais peut-être d'agir très tôt, si on constate que la baisse de fonctionnalité est rapide, d'intervenir rapidement pour essayer de corriger tout cela. Donc ça, c'est une approche typique de santé publique avec une approche parcours de vie. On peut faire ce même genre de représentation pour la thématique de la flexibilité métabolique. On sait qu'il existe une fenêtre temporelle durant laquelle, si on est capable d'agir pendant que la flexibilité métabolique est encore là, donc ça concerne des maladies métaboliques, par exemple le diabète, et que si on agit trop tard, on n'est pas aussi efficace dans ce qu'on peut faire. On sait que les problèmes de dysfonctionnement métabolique sont à l'origine de nombreuses maladies, comme le diabète, comme les maladies cardiovasculaires, mais aussi comme les maladies neurodégénératives que sont les démences, comme la maladie d'Alzheimer. On peut aussi avoir une perspective tout au long de la vie pour tout ce qui est l'alimentation et l'exposition d'un individu pendant la grossesse, au niveau de la naissance, au niveau de l'allaitement, pendant l'apprentissage des habitudes alimentaires et durant l'âge adulte, de l'exposition alimentaire d'un individu pour essayer de comprendre l'impact sur la santé. On a vu lors des premières diapositives que les facteurs alimentaires sont des déterminants majeurs de l'état de santé. Je vous mentionne ici un exemple pour comprendre un petit peu, avec un peu plus de détails, qui est celui du métabolisme du cuivre. Le cuivre est un métal qui est essentiel à la vie. C'est un micronutriment. Donc, on peut développer des déficiences en cuivre si l'apport alimentaire est insuffisant. Mais le cuivre peut aussi être toxique si on est exposé à des doses trop élevées. Nous comprenons plus ou moins bien comment le cuivre est géré dans l'organisme. Nous le consommons à travers notre alimentation. Il est absorbé au niveau de l'intestin, il va être stocké dans le foie et ensuite il va servir au fonctionnement de différents mécanismes dans l'organisme. Et le cuivre est transporté par des molécules qui sont codées par des gènes. Et on sait que des mutations dans ces gènes vont générer des maladies qui sont en lien avec des troubles du métabolisme du cuivre. Une de ces maladies est la maladie de Wilson, qui est une maladie plutôt rare en Suisse,
mais qui dans certains pays peut être très fréquente. J'ai discuté aujourd'hui avec une collègue estonienne qui me dit qu'en Estonie, la prévalence des porteurs de cette mutation de la maladie de Wilson est de 9%. 9% de la population estonienne porte un variant qui est impliqué dans la maladie de Wilson. Donc, suite aux discussions avec cette personne, nous pensons que les déficiences modérées en cuivre sont probablement sous-diagnostiquées dans la population générale. Donc c'est un problème de santé publique qui nous intéresse beaucoup à l'heure actuelle, et c'est à travers des mesures de l'exposome que nous sommes capables de détecter ce problème-là, sachant que habituellement le cuivre dans le sang n'est pas mesuré de routine dans le système de santé. Et on sait également qu'il existe une interaction entre le fer et le cuivre. Donc si je suis exposé à une certaine quantité de cuivre dans mon alimentation et qu'en même temps j'ai une déficience en fer, je vais absorber beaucoup plus de cuivre dans mon intestin. Pourquoi? Parce qu'il existe des mécanismes communs d'absorption du cuivre et du fer dans l'intestin. Donc, en situation de carence en fer, il va y avoir une avidité pour le cuivre dans les intestins. Ce qui fait que chez les femmes qui, durant la période, lorsqu'elles sont en âge de procréer, qu'elles ont des menstruations, ont plutôt une tendance à développer des carences en fer, eh bien, le taux de cuivre dans le sang des femmes jeunes est beaucoup plus élevé que le taux de cuivre des hommes, parce qu'ils n'ont en général moins de carences en fer que les femmes. Donc on voit que si on tient compte que du cuivre et qu'on ne considère pas le statut en fer, on va manquer quelque chose. Mais on sait aussi qu'il existe des interactions entre d'autres de ces facteurs, le cuivre, le fer, le manganèse, le zinc, le cadmium, le mercure, le plomb, tant au niveau des transporteurs intestinaux que des transporteurs au niveau du rein. Et si on ne prend pas en compte toutes ces interactions en même temps, on va probablement pas comprendre de façon optimale comment les déterminants génétiques et l'exposition alimentaire peuvent influencer l'état de santé qui est attribuable à l'exposition à ces micronutriments et ces métaux toxiques. Il existe donc des interactions possibles entre l'alimentation et l'exposition toxique. Mais bien évidemment, je vous ai parlé d'un exemple, celui du cuivre, et si on prend un organisme, il faut considérer pas juste un microélément, mais l'ensemble de l'alimentation, y compris maintenant ce que nous appelons le microbiome, qui est l'ensemble des bactéries intestinales que nous sommes capables de mesurer de façon assez efficace, mais également, si on voulait être complet, toute la chaîne alimentaire, l'alimentation des animaux, le microbiome des animaux. Donc on a la capacité technique à l'heure actuelle de mesurer l'ensemble de ces paramètres pour essayer de mieux comprendre les mécanismes en cause dans les maladies. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, on se trouve dans une situation de données massives. Comment gérer ces données massives? Comment analyser ces données massives? Je vais vous donner maintenant un exemple de cohorte populationnelle dans laquelle nous sommes impliqués, qui est la cohorte SCIPOG. Vous voyez sur cette carte de la Suisse les participants. Donc c'est une cohorte multicentrique dans les cantons de Berne, de Vaud et de Genève. Nous avons mesuré chez l'ensemble de ces participants 12 millions de variants génétiques, 800 000 variants épigénétiques, de la métabolomique, de la métallomique, de la transcriptomique. Nous avons environ 20 millions de variables chez chacun de ces participants et nous essayons de mieux comprendre comment l'exposition environnementale a un impact sur l'état de santé. Un des résultats que nous avons obtenus, c'est de constater que si l'on mesure l'exposition de ces participants à la caféine et aux produits qui contiennent de la caféine, ça veut dire le café, le thé, le coca, tous les produits dérivés du chocolat, nous constatons dans la population suisse que plus les taux de caféine dans l'urine sont élevés, donc plus la consommation de produits caféine sont élevés, plus le niveau de pression artérielle est bas. Ça, c'est un peu contre-intuitif. On a plutôt l'impression que si on boit du café, ça augmente la pression artérielle. C'est vrai après 20 minutes. Si vous buvez un café, que vous mesurez la pression artérielle 20 minutes après, elle sera plus élevée. Mais si vous mesurez la pression quelques jours après, ça a un effet diurétique. C'est un effet antihypertenseur. Donc c'est un facteur protecteur contre les maladies cardiovasculaires. C'est aussi un facteur protecteur contre certains autres types de mortalité. Et globalement, les individus qui consomment en moyenne 4 tasses de café par jour ont une mortalité totale inférieure de 10% par rapport aux non-consommateurs. Donc ça, c'est un constat intéressant. Il existe aussi d'autres exemples de cohortes de population. Vous voyez ici, c'est des études de cohortes aux États-Unis qui ont comparé la valeur prédictive de l'information génétique et de l'information du style de vie.
Si on suit les individus pendant 20 ans, vous avez le risque de développer une maladie coronarienne pendant ces 20 ans, qui va de 0 à 25%. Si on sépare les participants à cette cohorte en 3 tertiles de risque génétique, donc les variants génétiques identifiés comme étant des facteurs de risque pour la maladie coronarienne, on constate que ceux qui sont à bas risque et ceux qui sont à risque très élevé ont des différences importantes qui sont très semblables à ce que nous constatons pour le style de vie. Ceux qui sont en bleu ont un style de vie favorable, ce sont des non-fumeurs, ils ont une activité physique régulière, ils ont une alimentation saine, ils n'ont pas d'obésité. Et ceux qui sont dans la courbe rouge ont un style de vie pas très sain, probablement ils fument, ils ont un surpoids, une alimentation malsaine. Et on voit qu'à l'aide des déterminants génétiques identifiés à ce jour, on a une valeur prédictive à peu près équivalente à celle que l'on avait avec les facteurs de style de vie classique. Ça, c'est lorsqu'on les considère séparément. Lorsqu'on les mélange et qu'on stratifie par risque génétique bas, intermédiaire et haut, à l'intérieur de chacun de ces groupes, on voit que le style de vie favorable est toujours associé avec une morbidité par maladie coronarienne inférieure et qu'il vaut la peine, quel que soit son risque génétique, d'avoir un style de vie sain, d'avoir une activité physique régulière, d'avoir une alimentation saine. Il existe donc une sorte d'interaction entre le risque génétique et le style de vie. Donc l'un n'exclut pas l'autre. Ça, c'est un exemple de la cohorte populationnelle Colaus, durant lequel nous avons mesuré la fonction rénale en fonction de l'âge. Et c'est donc une cohorte dans la population lausannoise. On constate qu'environ 10 à 12% des adultes dans la ville de Lausanne ont une baisse rapide de la fonction rénale liée à l'âge. Nous avons maintenant constaté qu'une partie de cette baisse était notamment liée à une alimentation déséquilibrée, notamment trop de sel, pas assez de potassium. Donc on voit qu'à l'aide de ces cohortes populationnelles, nous sommes capables d'identifier des sous-groupes de la population qui ont des comportements de santé particuliers et quels sont les déterminants, les facteurs qui influencent leur état de santé. Je vois que l'heure avance, donc je vais essayer de vous parler un peu brièvement de l'enquête nationale de nutrition que nous avons conduite en collaboration avec l'Office fédéral de la sécurité alimentaire. Il s'agit de la première enquête nationale de nutrition. Avant cette enquête, nous ne savions pas précisément ce que mangeait la population suisse. Nous avons récolté des données alimentaires sur 2000 personnes âgées entre 18 et 75 ans dans toutes les régions de la Suisse. Donc vous voyez ici les différents centres qui ont participé à cette étude. Vous voyez l'équipe d'une vingtaine de personnes qui a travaillé pendant 3 ans pour récolter les données. Nous avons dû adapter un logiciel spécifiquement à la Suisse pour inclure aussi les rösti, pour inclure les spécialités vaudoises, le papé vaudois, qui n'était pas dans la base de données habituelle. Donc on a adapté le software qui avait été développé en France et en Allemagne. On a dû le faire en 3 langues, en français, en allemand, en italien. Donc ça nous a pris environ 1 année pour adapter le software. Nous avons ensuite récolté les données, géré les données, analysé les données. Et voici quelques premiers résultats. Nous avons aussi mesuré le poids de ces individus et regardé la prévalence de l'obésité et du surpoids. Si on considère tous ces individus de 18 à 75 ans, on voit qu'il y a 43% de surpoids et d'obésité. Vous voyez les résultats chez les femmes et chez les hommes. 12,6% d'obésité. Si l'on regarde les résultats par tranche d'âge, on voit qu'on a une augmentation très forte de la prévalence d'obésité avec l'âge, mais aussi de la prévalence du surpoids. Donc ça, c'est un constat qui était déjà connu en Suisse. Si l'on regarde par rapport aux recommandations alimentaires actuelles de la Société suisse de nutrition, qu'est-ce qu'on constate en termes de suivi de ces recommandations? La Société suisse de nutrition recommande de consommer 1 à 2 litres de boissons non sucrées par jour. Notre constat a été que si on considère l'eau, le café et le thé, 1,75 litre, et si on rajoute les jus de fruits, le lait et les boissons sucrées, on arrive à 2,4 litres. Donc, la population suit très bien cette recommandation. Si on compare avec ce qui a été mesuré dans les autres pays européens, la Suisse est le seul pays qui respecte cette recommandation. Donc les Suisses boivent suffisamment d'eau et de café et de thé par rapport aux recommandations actuelles. Nous sommes nettement moins bons pour les fruits et les légumes. Recommandation 5 portions par jour. Je ne sais pas qui parmi vous respecte ça. Ça veut dire
Une portion, c'est 120 grammes, c'est-à-dire 600 grammes par jour de fruits et de légumes. Alors voici le résultat. Les gens qui consomment au moins 5 portions par jour, il y en a environ en fonction des tranches d'âge. Donc chez les 18-34 ans, il y en a moins de 10%. Chez les 65-75 ans, il y en a environ 15%. Donc la grande majorité des personnes qui ont participé à cette enquête rapportent consommer nettement moins que ces 5 portions par jour. J'avoue que je n'arrive pas à respecter cette recommandation moi-même au quotidien. Et pourtant, nous savons, de par de nombreuses études épidémiologiques, qu'une consommation régulière de 5 portions de fruits et légumes par jour est associée avec une mortalité très nettement inférieure, notamment par cancer et par maladie cardiovasculaire. Donc c'est vraiment un facteur protecteur majeur pour lequel il n'y a guère d'ambiguïté. Et malgré cela, nous sommes très mauvais pour suivre ces recommandations. Autre recommandation que nous avons du mal à suivre, c'est celui sur la consommation de viande. La recommandation actuelle serait de consommer pas plus de 30 grammes par jour. On voit que les 18-34 ans sont très nettement au-dessus de ça. Même les 65-75 ans sont au-dessus de cette recommandation. Donc, pas assez de fruits et légumes, trop de viande, on est OK pour l'eau. Et si on prend l'ensemble des recommandations actuelles, vous voyez que par rapport à la pyramide, le seul étage qui est respecté, c'est celui des boissons. Pour les autres, pas assez de fruits et légumes, pas assez de féculents, une mauvaise répartition des protéines, trop de viande mais pas assez de produits laitiers, une mauvaise répartition des graisses, trop de graisses saturées, pas assez de graisses polyinsaturées, et beaucoup trop de snacks, de chocolat et de produits salés. Donc la conclusion de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire en 2017, c'est que la population suisse se nourrit de façon peu équilibrée. À l'heure actuelle, ceci va servir de base à la stratégie alimentaire suisse 2017-2020. On verra si nous sommes capables de faire mieux. Cela dit, vu que l'espérance de vie en Suisse est assez bonne, on peut espérer encore une augmentation de cette espérance de vie à travers une amélioration de l'alimentation de la population. En conclusion, les déterminants de la santé sont très nombreux et complexes. Nous sommes, grâce à des avancées technologiques récentes, capables de mesurer avec beaucoup plus de précision l'exposition des individus dans la population à différents éléments, que ceux-ci soient physiques, chimiques, toxiques ou alimentaires, et ceci tout au long de la vie, notamment à l'aide de cohortes populationnelles. Il est important de considérer cette notion de fenêtre temporelle, à savoir qu'il existe des périodes dans la vie durant lesquelles probablement une intervention peut avoir plus d'efficacité qu'à un autre moment dans la vie. Et grâce à ces nouvelles connaissances générées, on va pouvoir probablement développer de nouvelles interventions de prévention et de promotion de la santé pour améliorer l'état de santé et diminuer, je l'espère, l'incidence des maladies. Donc je vous pose maintenant la question que je vous ai posée tout à l'heure. Comment se fait-il qu'en Suisse, nous sommes si bons pour diminuer la mortalité des cancers, des maladies cardiovasculaires et si mauvais pour diminuer l'incidence? Merci de votre attention.